Chers amis du sport, bonjour, bonsoir. Ce sera ce long nouveau numéro d'un 60 minutes ADEPS consacré aujourd'hui à la violence dans le sport. Autour de la table aujourd'hui, Emmanuelle Vacher, coordinatrice de projet à l'ONG 2EI pour Défense des enfants internationale, section Belgique. Jean-François Lanvin, fondateur de l'ASBL Tous à bord, ancien chef de département de la cellule sociale du Sporting d'Anderlecht et fondateur du projet One+One to 2024. Et puis alors, Manuel Cameron, psychologue, cheville ouvrière de l'ASBL Fan Coaching. À l'activité physique et sportive, il est souvent associé de multiples valeurs comme la tolérance, le respect de soi et de l'autre, le respect des règles, le dépassement de soi. Mais il est également coutume de prêter au sport des vertus en matière d'intégration, de lutte contre la pauvreté et de tant d'autres choses. Or, le sport est étroitement lié au phénomène, au pluriel, de violence qui parfois contamine sa pratique avec tantôt des débordements physiques, tantôt des dérapages verbaux, tantôt des actes plus silencieux, mais ô combien dévastateurs. Ces dernières semaines, la Coupe du Monde de football au Qatar a été associée à différentes formes de violence, celle du respect des droits humains, des droits du travailleur, de l'environnement. Depuis le début de la saison, de nombreux faits antisportifs ont également gangréné nos propres stades et tout récemment, la passion née d'une victoire sportive a enchaîné des émeutes dans différentes villes en Belgique. Et puis parce que le terme violence englobe un large éventail de comportements comme le harcèlement, l'intimidation, la taquinerie, l'ADEPS a contribué à une étude menée par l'université d'Anvers baptisée Cases, la maltraitance des enfants dans le sport, statistiques européenne. Une étude intéressante où 86% des sondés déclarent que leur expérience globale du sport avant leurs 18 ans est bonne à très bonne. Et toutefois, 67% d'entre eux disent avoir subi la violence la plus fréquente au milieu sportif, à savoir la violence psychologique. On y reviendra. Le sport génère également d'autres formes de violence en oubliant que derrière un sportif ou un sportif, il y a avant tout un homme ou une femme, un ado, avec ses craintes, ses faiblesses, son historique familial et que l'épanouissement au milieu sportif ne peut se résumer à ses capacités physiques et techniques. Pour d'autres, le sport, c'est aussi avec ses objectifs qu'ils se fixent, leur unique centre d'intérêt. Ils s'oublient littéralement dans un investissement total pour leur discipline, oubliant parfois leur personnalité, leur envie et la nécessité de découvrir d'autres horizons pour continuer à performer. Alors le sport, on le sait tous, c'est bon, oui, mais jusqu'à quel point? Alors, première question ce soir, autour de la table. Emmanuelle, comment est-ce qu'on peut définir la violence en tant que telle? C'est pas une question simple. En fait, il n'y a pas de définition exacte sur laquelle tout le monde peut s'accorder sur la violence. La violence, en fait, c'est tout ce qui va porter préjudice. Et donc, en fait, ça peut englober des choses très très larges. On peut avoir de la violence physique, de la violence psychologique, verbale, de la négligence, de la violence sexuelle. Ça peut prendre toute une série de formes. Et donc, la référence, en fait, pour pouvoir dire on est dans une situation de violence, c'est le préjudice, le ressenti d'un préjudice, et aussi les droits. Et en particulier, dans mon cas, les droits de l'enfant. Et tout ce qui lui est accordé, notamment le droit à la protection. Donc, le droit d'être protégé dans toutes les circonstances. Et pour bien comprendre, le terme négligence, quand on parle de violence, qu'est-ce que ça recouvre? La négligence, c'est le fait de ne pas être en mesure de répondre aux besoins fondamentaux d'un enfant. Bon, plus souvent pour un enfant que moi je l'utilise, mais ça peut aussi fonctionner pour un adulte. Ça peut par exemple prendre la forme de ne pas avoir le nombre de repas nécessaires, mais ça peut aussi prendre des formes plus difficiles à détecter. Par exemple, ne pas recevoir le soutien émotionnel nécessaire, ou dans le sport, un enfant qui par exemple vient toujours sans ses affaires à une séance de sport. Ça, c'est une forme de négligence. Ça peut être intentionnel ou non. C'est aussi parfois, voire très souvent, dû à la précarité. Alors, on en parlait pendant l'introduction. L'étude Cases en Fédération Wallonie-Bruxelles. Qu'est-ce qu'elle démontre? Qu'est-ce que vous retenez de cet exercice qui a été mené? Mais déjà que c'est un exercice intéressant. On n'avait pas de chiffres pour la Fédération Wallonie-Bruxelles jusqu'à présent. On en avait pour la Flandre qui datait de 2016, mais aucun pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, c'est déjà très important d'avoir une base et de savoir de quoi on parle. Ce sont des chiffres qui sont très impressionnants. Moi, je travaille dans ce secteur et en fait, je m'y attendais pas. Et à chaque fois que je peux parler de ces chiffres, j'ai toujours un petit frisson d'effroi parce que ce sont quand même des chiffres qui sont assez terrifiants. On a plus d'un enfant sur 2 qui a subi des violences physiques. On a un enfant sur 4 qui a subi des violences sexuelles directes dans le sport. Alors, ce ne sont pas toujours le fait des adultes, c'est parfois là aussi le fait d'autres enfants. Il y a aussi une chose que l'étude souligne, c'est qu'en fait, ces enfants, la plupart du temps, n'ont pas parlé et que quand ils l'ont fait, ils l'ont pas fait au sein de la structure sportive. Donc, je trouve que c'est intéressant parce que, en fait, ça doit orienter l'action du monde sportif et l'action de la société en général pour faire face à ces violences. Alors, ce ne sont pas des chiffres qui sont
fondamentalement différents de ceux des autres pays ou d'autres sphères de la société, mais par contre, ça nous donne beaucoup de pistes de réflexion. Et comme vous l'avez dit au tout départ, le sport reste une expérience positive pour la plupart des enfants. Donc c'est ça aussi qu'il faut retenir, c'est que le sport est quelque chose de bénéfique en soi. La question, c'est comment est-ce qu'on garantit à l'enfant qu'il ait accès au sport et qu'il ait accès dans des circonstances qui le protègent. Alors, vous travaillez dans une ONG qui cible justement les droits de l'enfant. Quand on pense comme ça aux droits de l'enfant, on pense d'abord à bien manger, à se nourrir, à avoir de l'éducation, pas forcément à la sphère sportive. Alors pourquoi, à un moment donné, votre organisme vous êtes orienté vers le sport pour développer notamment le projet Parks? Alors notre organisation, donc c'est une organisation mondiale qui a pour objectif de garantir tous les droits de l'enfant. Et quand on pense droits de l'enfant, on pense effectivement au droit d'être en bonne santé, au droit d'aller à l'école, au droit de manger, mais en fait la Convention internationale des droits de l'enfant, qui est le principal instrument juridique qui garantisse les droits de l'enfant, dit explicitement que pour son bon développement, l'enfant a le droit d'avoir accès au sport. Et donc ce droit-là doit être à la croisée du droit que j'évoquais tout à l'heure, qui est aussi garanti par la Convention, qui est le droit d'être protégé contre toutes les formes de violence. Et nous, le constat qu'on a pu faire en Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est qu'il y avait peu d'actions, en tout cas d'ONG, avec ce regard droit de l'enfant sur cette question des violences dans le sport. Donc il y avait quelque part un manque à pallier à ce niveau-là et potentiellement des choses qui pouvaient être faites ou menées en collaborant avec le terrain et avec les autorités. Donc il y avait une jonction à faire. Du coup, on s'est un peu engouffré dans la brèche et on a essayé de mener un projet qui ait des visées concrètes sur les questions de protection dans le sport. Tout à fait. Alors, ces violences-là, justement, on n'y pense pas forcément quand on travaille dans le domaine sportif ou quand on est un suiveur attentif de l'actualité sportive. La violence dans le sport, on l'imagine plutôt, on la visualise directement. En fait, c'est la violence dans les stades de football, c'est les parents le dimanche qui sont virulents vis-à-vis de l'arbitre, etc. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'à un moment donné, l'attachement à un club puisse conduire à des débordements, comme on en voit malheureusement trop régulièrement, qui sont des débordements à la fois verbaux, mais aussi des débordements physiques? Oui, mais donc, il s'agit déjà de deux formes de violence différentes. Donc, dans le sport amateur ou dans le sport professionnel, ce qu'on appelle le hooliganisme, où déjà historiquement, le hooliganisme dans les années 60 en Angleterre, puis années 70 en Europe, en Belgique, Pays-Bas, Allemagne, puis après c'est aussi Espagne, Italie. Donc là, on a vu des mouvements au sein des supporters avec des groupes de hooligans, où là on a affaire à une violence qu'on a qualifiée, que les sociologues qualifiaient de préméditée, parce que déjà, ce sont des groupes qui vont au match avec l'intention d'affronter le groupe rival, donc c'est des groupes hooligans. Puis il y a eu le mouvement ultra, qui lui est moins violent, mais où il y a tout un problème avec la pyrotechnie. On en parle beaucoup en Belgique ces derniers temps, dans tous les stades d'Europe, parce que c'est plus des violences directes, mais alors la pyrotechnie, en matière de sécurité, ça pose aussi des problèmes, parce que c'est peut-être joli à la TV ou de loin, tous ces feux d'artifice, mais quand on est au milieu dans une tribune qui crame, dans une tribune qui crame, ça peut être dangereux. Alors comment déjà on a tenté d'expliquer cette violence? C'est déjà un phénomène de groupe, donc ça crée une cohésion de groupe, puis ce sont des supporters qui s'identifient très fort à leur club d'une manière extrême, et puis finalement il y a une forme de compétition entre ces groupes qui est parallèle à la compétition entre les clubs et qui devient même plus important. Donc le but pour ces groupes, c'est d'avoir une image qui est plus forte, notamment dans les médias. La médiatisation du phénomène, notamment après le drame du Heysel en 85, donc il n'y a plus que les anciennes générations qui s'en souviennent ou qui l'ont vécu. Donc pour les plus jeunes générations, c'est vraiment très très lointain, ou ils n'ont pas connu. Mais bon, il y a eu un match de football en Belgique, une finale de Coupe d'Europe avec des incidents entre supporters et un grand nombre de morts. Donc ça a vraiment été un drame même traumatisant à l'époque, et qui a notamment mis en place toutes ces mesures de sécurité et les mesures de prévention, comme le fan coaching, donc avec une action très ciblée, éducative et sociale sur des groupes de supporters. Alors l'autre versant dont vous parlez, là, cette violence dans le sport amateur, là, on est plus dans une violence qu'on qualifie de spontanée. Donc là, c'est plus au niveau des émotions qui sont ressenties. Et alors, il y a la violence au niveau des sportifs, entre sportifs, ou parfois contre l'arbitre aussi. Mais alors là, c'est plus vraiment émotionnel, et ça veut vraiment dire au contexte très précis du match. Et puis, vous l'avez cité aussi,
en découle aussi une violence de la part des parents, qui parfois, vous citez la violence verbale, qui prend des proportions parfois incroyables. Tout qui va autour d'un terrain où jouent des équipes de jeunes, parfois on est vraiment effaré du comportement de certains parents, mais là qui sont pris tellement dans l'émotion, tellement aussi dans l'identification vers leur enfant et vers une compétition qui pourtant devrait être qu'un jeu à ce niveau-là. Et donc là, ça débouche aussi sur de la violence, mais qui est multiforme. Ok. Et Jean-François, on vient de voir là deux axes déjà au niveau de la violence. Il y a une violence, on en parlait en préparant cette émission, qui est aussi d'ordre institutionnel, avec des enfants qui ne démarrent pas tous dans la vie avec les mêmes chances, les mêmes bagages, et l'institution que peut représenter un club, qu'il soit au bas de l'échelle ou qu'il soit au plus haut niveau, comme le Sporting d'Anderlecht où vous avez collaboré, peut avoir aussi une incidence, une forme de violence sur l'évolution du sportif en tant que tel. Oui, si je devais définir un peu la violence par rapport à mon expérience de terrain, c'est pouvoir dire que la violence, c'est tout ce qui te mène dans l'inconfort. Dès que l'être humain n'aime pas l'inconfort. On a tous notre confort, ce sont des grands mots. Le confort, c'est quoi? C'est nos repères, ce qu'on connaît, ce qu'on est habitué, etc. L'ouverture, c'est pas naturel non plus chez la plupart d'entre nous. Donc, dès qu'on rencontre de l'inconfort, on a une réaction instantanée que moi je qualifie de violence. Alors, encore une fois, il y a la violence qui ne dérange pas et qui est souvent la violence qu'on retrouve le plus souvent. Qu'est-ce que j'appelle la violence qui ne dérange pas? C'est quelqu'un justement qui est perturbé par un phénomène et il le garde pour lui. Même si il en souffre, il peut avoir à sa manière des séquelles de différents types. Évidemment, malheureusement, c'est un peu comme dans la délinquance. La plupart des mineurs, tous les mineurs avant des mineurs délinquants ont d'abord été des mineurs en danger. La plupart des mineurs en danger ne deviennent pas mineurs délinquants, mais de façon de parler, on s'en fout des mineurs en danger qui n'ont pas vers autrui, je vais dire, des comportements dérangeants. Donc c'est évident que cette violence qui fait qu'on sort de son confort, on la retrouve quasiment partout, vu que dès qu'on sort de chez soi, potentiellement, on rencontre des gens, des structures, des organisations qui ne correspondent pas. Et donc, pour répondre à votre question, par rapport à un premier constat que j'avais pu faire un peu dans la transition de mes deux carrières, à l'époque où j'étais enseignant au niveau de jeunes en décrochage social, scolaire ou judiciaire, c'est que je sentais parfois chez eux la capacité et l'amour du sport. Et je leur disais, tiens, mais pourquoi vous vous inscrivez pas en club, pas pour en faire spécialement des champions ou des sportifs professionnels, mais sachant que dans les quartiers et dans certaines écoles, le manque de repères est compliqué par le manque de moyens, le manque de personnel. Le sport apporte des structures potentielles. Et j'avais une réaction qui, au point de départ, que je ne comprenais pas, qui me disait non, on a essayé, on s'est inscrit dans un club déjà, mais les clubs sont racistes. Je me dis, on est quand même à Bruxelles, c'est quand même bizarre d'avoir ce type de réponse. Et quand je grattais un petit peu, qu'est-ce qu'ils appelaient raciste? C'était justement, quand je suis en retard, on me met dehors, ou on me fait des remarques, ou on me fait comprendre que j'ai pas ma place. Alors évidemment, pour nous, arriver en retard, c'est logique que c'est pas normal, mais pour des jeunes qui ont d'autres repères, pour qui justement, entre guillemets, le confort de vie, c'est dans des quartiers, des écoles, des modes de vie où 9h, 10h, 11h, midi, 14h, c'est un peu pareil. Parce qu'il n'y a pas cette mise en projet, cette mise en perspective. C'est une forme de violence, au final, d'avoir un horaire strict. Alors, c'est pour ça que la violence, c'est quelque chose, à mes yeux, de hyper subjectif, parce que la violence de l'un n'est pas la violence de l'autre. Et dans ce cadre-là, comment est-ce qu'un club doit travailler pour essayer d'attirer ou de conserver ces enfants, ces adolescents-là? C'est justement la difficulté, et moi, je vais élargir le sport à l'école, parce qu'au final, tout est quand même lié, beaucoup de choses se jouent à l'école. Le problème de la société, en général, c'est qu'on s'intéresse à la face visible de l'iceberg, ça veut dire la personne qu'on a devant nous. Donc une école va s'intéresser aux élèves. J'ai un élève devant moi, je suis prof, c'est l'élève. Un club de sport va s'intéresser au jeune qui est affilié. Donc un jeune footballeur, un jeune basketteur, un jeune athlète, etc. En attendant, de moins en moins de jeunes savent cacher leur sac à dos. Parce que je crois qu'avant d'être un élève,
On est surtout un jeune qui a une histoire avec des réalités, etc. Et souvent, c'est ce sac à dos qui fait que ces jeunes ont parfois du mal à s'inscrire scolairement. Et pareil au niveau du foot ou du sport. Aujourd'hui, je crois qu'il est presque impossible, si on veut permettre à des jeunes de s'optimaliser dans le sport, de s'intéresser simplement aux jeunes talentueux potentiels. Donc ça demande évidemment un changement structurel de mentalité. Ça veut dire qu'un club de sport, généralement, si on prend un jour normal, va ouvrir ses portes de 17 à 20 heures pour donner des entraînements. Alors que ce que je suis en train de dire, c'est que pour vraiment rentrer dans leur cercle, il faut s'intéresser aux jeunes, presque dans l'esprit, H24, 7 jours sur 7. Qu'est-ce qu'il vit en famille, qu'est-ce qu'il vit à l'école, et pas simplement comment je peux corriger son pied droit, son pied gauche, son revers ou son coup droit. Évidemment que les clubs, ont souvent un manque de moyens et de compétences par rapport à ça, et donc, ce qui est logique, c'est un moment, on ferme les yeux, et donc ça veut dire que qui a accès au final à une scolarité normale ou à un parcours sportif normal, les jeunes qui sont capables de laisser leur sac à dos en dehors de la classe ou en dehors du club sportif. Mais je répète, il y a quand même toute une série de profils aujourd'hui. Ils sont de plus en plus nombreux pour qui c'est devenu impossible. Et le sac à dos, on sait très bien, l'image me paraît bien choisie, il vous colle au dos et c'est compliqué parfois de se débarrasser. Ça me fait penser à une expression qu'on dit régulièrement au niveau du mouvement sportif, c'est « faut se faire violence ». Parce qu'il faut aller chercher la douleur, il faut aller plus loin, il faut se confronter à l'autre et se faire violence et être en même temps victime de violence. C'est un peu schizophrénique, ça, Emmanuel. Oui, complètement. En fait, c'est très difficile pour un enfant, et nous, quand on dit enfant, on pense enfant et jeune, donc c'est aussi les plus âgés. C'est difficile déjà au départ de savoir repérer une violence, de dire en fait ce que je suis en train de vivre c'est une violence. Et l'étude qui existe le montre bien, dans le haut niveau, les taux de violence explosent parce que justement on a instauré tout ce lien au corps, tout ce lien au mental où on subit une certaine forme de violence et on la trouve tolérable. Et donc du coup c'est d'autant plus violent et difficile pour un enfant de dire mais en fait on m'a dit que je devais subir toute une série de choses. Où est-ce que je place le curseur? Quand est-ce que je dis là c'est trop et là je ne peux plus et là ce n'est pas normal? Et la réalité c'est qu'en fait les enfants ne placent plus ce curseur. Typiquement tout le rapport au corps, on le sait avec les violences sexuelles, ça interagit très fort. Des enfants qui ont vécu beaucoup de violences envers leur corps dans le sport se disent lorsqu'ils sont confrontés à une violence sexuelle, ce n'est qu'une violence supplémentaire en fait. Et c'est nécessaire de toute façon pour pouvoir poursuivre mon sport au niveau où je le poursuis, puisque souvent les violences sexuelles sont assorties de menaces, en tout cas quand c'est de la part des adultes, assorties de menaces de perte d'opportunités, assorties de menaces de sanctions. Et donc en fait là ça devient impossible de prévenir et de répondre quand on subit une violence. Oui, donc Jean-François, ce dit Emmanuel, ce phénomène de placer le seuil ou de refuser de se placer un seuil, finalement, ça peut être aussi un petit peu ce que vous expliquiez aussi, avec des jeunes qui finalement sentent une forme de violence dès qu'ils sortent de chez eux parce que le cadre n'est plus du tout le même et donc une perte de repères qui peut être totale. Au final, tout cadre qui n'est pas le sien naturellement est à ses formes de violence, vu que déjà pour avoir accès au cadre, c'est ce qu'on vient de dire, ça demande de sortir de ses repères, de son confort, donc se faire violence. Et une fois qu'on est dans le cadre, ça demande de s'y maintenir. Et à ce moment-là, évidemment, en plus, et là je suis tout à fait d'accord avec toi, les sportifs de haut niveau sont conditionnés à justement, parce que tu disais, se faire mal, et donc de ne pas avoir les mêmes repères que la moyenne. Et donc à ce moment-là, encore une fois, où est la limite? Et la limite pour l'un ne sera pas la limite pour l'autre, parce que je crois qu'on est le fruit de son entraînement de vie. Donc si on est habitué constamment à se faire mal, à dépasser ses limites, ou aller dans l'inconfort, parce qu'on est dans le cadre cette fois-ci, compliqué de comprendre qu'à un moment, c'est peut-être pas tout à fait logique ce que je vis. Et est-ce qu'on pourrait faire un parallélisme avec le hooligan ? Est-ce que finalement, il est le fruit aussi d'une violence qu'il aurait introduit en lui-même et dont il ne parvient pas à se défaire? Donc ça serait une forme de décompensation, c'est ça Ouais. Moi, je n'irais pas jusque-là, en tout cas. Je dirais que en tant que psychologue, je dirais que la violence, c'est de manière générale chez l'être humain, donc c'est un comportement qui fait partie de la panel de comportements de l'être humain depuis l'origine, donc l'agressivité.
une fonction chez l'être humain. Et donc il y a tout ce qu'on appelle la socialisation qui va faire qu'on régule tout ça et on transforme cette agressivité dans des choses qui sont possibles de vivre dans une collectivité. Et malheureusement, on voit à l'heure actuelle, en Europe, on en était préservé depuis très très longtemps. Moi, je fais partie d'une génération qui n'avait jamais connu la guerre sur le continent européen. On a vu avec la guerre Ukraine-Russie, sur notre continent, à quelques centaines de kilomètres d'ici, il y a des combats, il y a des êtres humains qui se font la guerre en 2022. Et on était préservé parce que sur la planète, ça n'a jamais cessé, malheureusement. Donc, les comportements d'agressivité, c'est quelque chose qui est, comme je disais, vraiment dans la logique des comportements. Et mais alors, il y a toute cette régulation. Et si on prend le cas du spectacle sportif, le football, là c'est clair, c'est un spectacle, c'est un moment de délassement, de loisir, et c'est ce qui a choqué avec les hooligans à l'époque, quand le hooliganisme s'est développé, c'est parce que pendant un loisir, il y avait ces comportements de violents dans une société qui, je rappelle, globalement est quand même assez violente aussi. Hein. Si je fais un parallèle avec, par exemple, la sécurité routière, où il y a, en Belgique, je crois que c'est une trentaine de tués chaque semaine sur les routes. Là, c'est une vraie violence aussi, c'est un problème de sécurité. Par contre, au foot, là, ça nous choque parce que c'est retransmis à la télé. Et donc, je crois que c'est plutôt des comportements qui vont être acquis. Donc, par rapport à votre question, c'est plutôt au niveau du groupe, c'est plutôt un contexte qui permet ça. Aussi, toute cette compétition, tous ces groupes qui sont en compétition les uns avec les autres. Et donc, c'est plutôt un contexte qui va favoriser ces violences au niveau des groupes de hooligans. C'est très différent aussi, par exemple, des débordements qu'on a connus le week-end après le match, où là c'est plutôt des phénomènes de foule, après pour moi en tout cas c'est pas du hooliganisme, après une victoire, et ça a déjà concerné des clubs aussi, où il y a toute une euphorie, et puis ça dégénère complètement, parce qu'il y a une foule qui commence à commettre des exactions. Est-ce qu'on pourrait dire aussi, oui, parce que je trouvais très intéressante l'exemple sur le code de la route et la sécurité routière, il y a certaines choses qui sont, on va dire, communément acceptées au sein de la société. On accepte que quelqu'un ait pris un verre avant de prendre son véhicule. On tolère plus ou moins le fait d'avoir des petits excès de vitesse comme ça. Par contre, la violence dans certains lieux est constamment prohibé. Et donc c'est un petit peu, on en revient à ce que vous disiez aussi, toujours cette frontière où il y a certaines choses qui sont acceptées, d'autres beaucoup moins. Au niveau du football, ce qui a choqué, c'est surtout à partir des années 60-70, quand vraiment il y a des groupes organisés qui ont produit ces violences qu'on appelait hooliganisme, parce que la violence entre supporters plus spontanée, elle a toujours existé. Hein, donc au siècle dernier, moi, je suis quelqu'un du XXe siècle, donc, je n'étais pas né à cette époque-là, mais dans l'entre-deux-guerres, dans les années 30, on a ceinturé les terrains des divisions nationales en Belgique d'un grillage parce que les supporters attaquaient l'arbitre ou les joueurs, donc déjà dans les années 1930. Mais à l'époque, c'était plutôt folklorique, donc on était dans le folklore où c'était des supporters qui allaient au match pour voir un match de foot, qui n'avaient pas du tout l'intention de se bagarrer, et puis en fonction du match, parce qu'ils s'identifiaient à l'équipe, parce que le foot génère aussi des frustrations avec le résultat, parfois l'arbitrage, et on venait à commettre des violences, soit physiques, soit du vandalisme, mais c'était considéré folklorique. C'est quand ça a pris une manière beaucoup plus organisée avec ces groupes de hooligans, et je rappelle, c'est quand même universel, c'est sur toute la planète qu'il y a des groupes de hooligans qui se bagarrent entre groupes, ou des groupes ultra qui font de la pyrotechnie. Donc c'est pas spécifique à un ou l'autre club en Belgique ou même en Europe, c'est vraiment un phénomène planétaire. Et là, ça va choquer parce que notamment les médias, la télé aussi va porter une caisse de résonance. Donc c'est un peu un cercle vicieux, c'est que beaucoup de ces jeunes, par rapport à ce que vous disiez aussi, beaucoup de ces jeunes sont aussi un peu en recherche d'une forme d'identité. Donc ça apporte une plus-value sociale aussi, le fait d'appartenir au groupe, même un groupe, c'est le groupe des méchants. On connaît ça aussi dans le radicalisme violent. On sait que certains de nos jeunes sont partis rejoindre des groupes comme Daesh, etc., qui étaient présentés très méchants dans les médias, enfin, qui sont des groupes méchants. Alors,
le fait d'appartenir au groupe des méchants, ben ça part. Si j'ai un problème d'estime de moi, des jeunes qui ont un problème d'estime de soi, ben ça va leur apporter une plus-value sociale et ça va aussi jouer sur l'identité. Donc, plus ces groupes, alors les médias répercutent, donc ça fait une grande caisse de résonance, et puis le fait que ce soit médiatisé, donc ça va venir renforcer le phénomène. Et maintenant, il est normal que les médias en parlent aussi, vu qu'ils doivent répercuter l'information. Et le fan coaching là-dedans, il sert à quoi? Ou qu'est-ce que vous faites concrètement sur le terrain pour répondre à ces problèmes que vous soulevez? Dès le départ, donc, l'ASVL Fan Coaching est né justement de ces problèmes de hooliganisme. C'était un moyen pour apporter une réponse avec un travail éducatif et social à ces phénomènes de violence. Au départ, c'était surtout une réponse répressive, c'était policière, c'était une réponse sécuritaire, donc c'était amené une réponse sociale et éducative, puis ça a évolué aussi par un travail plus orienté sur la communauté. Donc c'est voir avec un club, je prends l'exemple que je connais au Standard de Liège, c'est voir avec un club comment pouvoir mener des actions positives, par exemple avec des matchs de foot, des entraînements de football pour des SDF, où ça s'inscrit dans le programme Homeless et United, où beaucoup de clubs en Belgique participent. Ça peut être ça, c'est plus spécifique à ce qui se fait à Liège. Tous ceux qui connaissent le Standard connaissent le stade de Sclessin. D'ailleurs, on parle souvent de Sclessin en parlant du Standard, qui est le quartier, en fait, et qui est un quartier qui est parfois un peu compliqué sur le plan socio-économique. Et là, c'est de faire une école de rattrapage scolaire dans le stade pour les enfants du quartier, et avec des résultats positifs pour des enfants qui sont en échec. Et le fait, peut-être qu'ils vont pas fréquenter une école de devoirs. Ici, c'était inspiré des programmes Foot in the Community anglais, donc on n'a rien inventé, mais ça fait une dizaine d'années, ça marche super bien. Et là, en travaillant donc au départ d'un projet qui travaillait sur la violence des supporters, ici on travaille aussi à aider la prévention de la violence dans la société, parce qu'on sait que la scolarité est un facteur de protection de la délinquance juvénile. Donc le fait, si on arrive à armer ces jeunes-là au niveau scolaire, et on a fait des évaluations, c'est des jeunes qui arrivent en échec, et on a 70% de jeunes fin de l'année qui réussissent leur année et leur scolarité, donc école primaire, secondaire. Donc ce sont des petits projets, des micro-projets, mais qui peuvent être leviers pour des actions plus importantes, et où le club, c'est aussi toute l'attraction là d'un club pro comme le Standard, qui peut jouer un rôle de levier, quoi. Alors, et je termine vite, comme on m'interrogeait sur le fan coaching, ou alors des actions qu'on appelle foot citoyen, où là, avec le Standard, et à partir de l'équipe du fan coaching, c'est faire un partenariat avec les maisons de jeunes et organiser avec les maisons de jeunes qui sont sur le territoire de Liège des rencontres qui se font Standard, des rencontres sportives, des matchs avec des policiers, des professions, des avocats, des pompiers, les chauffeurs de bus, etc., pour approcher les conseillers communaux aussi. Et après, à chaque fois, avec des discussions, des débats. Et donc, voilà, c'est à partir d'un club de foot, parce que c'est aussi un peu le paradoxe du sport, c'est que le sport peut être générateur de délinquance. On a parlé de hooliganisme, on n'a pas parlé du dopage chez les sportifs pros. Vous avez parlé des problèmes de violence sexuelle ou psychologique, mais il y a aussi le dopage. Chez les dirigeants, un problème de corruption, donc on est quand même dans de la délinquance, dans des problèmes de criminalité, mais c'est aussi un outil de prévention de la délinquance. Il y a un formidable, c'est pour ça qu'on est là ici tous les trois, il y a un formidable outil aussi soit de réinsertion sociale, ou même de prévention primaire, comme vous l'avez dit, pour structurer, parce que il y a aussi tout le réseau des clubs amateurs. On en parlait en préparation de l'émission, où c'est quand même un réseau assez formidable, de première ligne, qui touche toutes les couches sociales qui sont... Ici, je parle tout sport confondu, qui touche toutes les couches sociales, et qui sont implantées dans tous les quartiers, et où là, enfin, déjà, qui par définition, le sport va jouer un rôle structurant, c'est aussi une école de vie, c'est aussi, il y a un encadrement, c'est aussi apprendre, moi je suis un ancien joueur de foot, mais de niveau amateur, mais on apprend aussi le respect du coach, on apprend aussi le respect de ses coéquipiers, donc la vie en collectivité, parce que ça dure toute une saison, c'est les entraînements, c'est les matchs. Donc une saison, c'est une petite aventure. Donc c'est vraiment une vraie école de vie. Et on apprend aussi le respect de l'adversaire, parce que on apprend
à gagner, mais on apprend aussi à perdre, parce que inévitablement, même les plus grandes équipes du monde, un jour ou l'autre, après une série de victoires, il y aura toujours une défaite. Et donc, au niveau amateur, c'est aussi un rôle vraiment très, très, très puissant. Ici, je parle en tant que travailleur en prévention de la délinquance en général, mais c'est vraiment quelque chose que nous on utilise, mais que je trouve on devrait même beaucoup plus investir en complément, comme vous l'aviez dit, de l'école. Ce sont des outils formidables en termes de prévention. Emmanuel, donc en fait, protéger les enfants, les encadrer, les sensibiliser, les former aussi, c'est leur permettre de s'ériger comme des citoyens à part entière plus tard. Oui, et puis aussi, je pense qu'il y a un mot qu'on n'entend pas suffisamment, c'est leur permettre de participer. Je pense que Jean-François le disait tout à l'heure, l'importance de s'intéresser à l'ensemble de la vie de l'enfant, et en fait de s'intéresser à l'enfant lui-même. Je crois que c'est la société aussi qui crée ce rôle entre les adultes et les enfants, où finalement l'enfant subit toutes les décisions de l'adulte dans une certaine mesure. Et où on manque cruellement d'espace pour lui permettre de s'exprimer, d'exprimer ses difficultés, d'exprimer ce qui lui plaît, d'exprimer ce qu'il souhaiterait. En fait, les enfants sont largement autant des solutions que les adultes, si ce n'est plus, à toute une série de problèmes qu'on rencontre. Donc oui, c'est leur permettre de bien se développer, ça leur permettre de s'insérer dans la société. Et puis peut-être que le sport peut être justement un des vecteurs de participation et un des plus solides à ce niveau-là, puisqu'on a des espaces qu'on peut moduler différemment, puisqu'on peut créer de la participation par la parole, mais aussi par le corps. Parce qu'on peut créer des lieux de participation qui subissent pas le même cadre que le cadre scolaire, parce que c'est aussi des lieux d'expression autour de toute une série de choses, et aussi d'expression des violences qui peuvent être vécues en dehors du sport. Et donc oui, c'est vraiment un cadre essentiel pour l'enfant, mais cette notion de participation, elle est centrale, et souvent elle est trop oubliée ou pas assez mise en pratique. Quel conseil on pourrait donner alors à un entraîneur, parce que justement l'entraîneur c'est le référent, oui. C'est souvent la personne vers laquelle l'enfant va avoir une relation de confiance beaucoup plus forte qu'avec son enseignant ou qu'avec ses parents. Quel conseil on peut donner à un entraîneur pour jouer ce rôle justement d'aider à la participation de l'enfant? Alors il n'y a pas de recette magique, ça c'est la mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'en fait, c'est pas si compliqué que ça en a l'air. Je crois que, en tout cas, faire en sorte d'avoir des espaces, des temps pour l'échange avec l'enfant et avec son entourage. Faire en sorte aussi d'être attentif aux besoins et aux envies des enfants et d'essayer de les mettre en pratique dans une certaine mesure. Alors parfois, c'est difficile parce qu'on a donc le cadre du club, on veut atteindre un objectif. Nous, ce qu'on essaie de dire sur le terrain, c'est qu'en fait, on atteint de meilleurs objectifs quand on a l'accord et qu'on a l'appui de l'enfant et qu'il comprend ce qu'on essaie de faire, en fait. Et donc, ça, c'est déjà une première chose. Nous, dans le projet Parks, on a essayé d'encourager les clubs, les structures sportives à mettre en place ce qu'on appelle des politiques de protection de l'enfance. Alors, ça a un nom très barbare, mais c'est en fait pas très compliqué. Ce sont des petits textes un peu cadres, comme ça, pour le club, qui sont rédigés par les enfants, par les adultes, par les parents, par les entraîneurs, par tous les membres du club, ensemble, pour essayer de définir un peu des bases pour s'assurer de la protection et du bien-être de tous et de toutes. Donc ça, on essaie très fort de l'encourager et de commencer déjà par avoir une approche un peu bienveillante pour le club avec des petits points qu'on peut mettre en pratique. Donc notamment, on a essayé d'encourager la signature d'une charte de la bienveillance. On l'a appelée comme ça, c'est un peu pompeux. Mais l'idée, c'était vraiment de dire au club, en fait, c'est pas très compliqué de commencer quelque part. Ça peut paraître vraiment beaucoup, mais en fait, c'est plus simple qu'on ne le pense. Et cette charte, elle reprend des points qui peuvent paraître essentiels, mais qui sont une bonne piqûre de rappel. Placer le bien-être des enfants au centre des activités, s'assurer de créer un réseau avec l'entourage de l'enfant, donc aussi avec sa famille, avec le secteur scolaire. Se remettre en question ses propres préjugés, ses propres limites, ses propres capacités, se former en continu, enfin voilà, on retrouve toute une série de points. Et c'est une charte qui, pour l'instant, Fédération Wallonie-Bruxelles, a été signée par pratiquement 700 clubs. Donc voilà, on pense que ça a quand même un peu parlé au terrain sportif. Et il y a encore du travail, puisqu'il y a plus de 7000 clubs dans la partie sport reconnu. Tout ce que tu énonces là, Emmanuel, ça doit avoir une consonance particulière chez Jean-François, parce que c'est un petit peu tout ce que vous avez développé au Sporting d'Anderlecht pour faire en sorte aussi que les jeunes puissent mieux s'épanouir en tant qu'hommes et en tant que femmes, mais en tant que joueurs également. Oui, parce que
Le sport est complexe, ces structures le sont encore plus. Si je prends le football au niveau élite, je dis souvent c'est le milieu le plus antipédagogique qui existe, vu que toutes les décisions ou je vais pas dire les règles, les lois mises en place vont à l'encontre du bon sens. Je donne un exemple très précis, c'est quand même le football, le seul secteur de vie, et donc sport, mais secteur de vie de manière générale, qui va mettre sous contrat professionnel des enfants de 15 ans. Donc, à 15 ans, on juge qu'un enfant est déjà capable de gérer une relation employeur-employé, sachant qu'en parallèle, obligation scolaire jusqu'à 18 ans, et qu'en plus, il y a ce souci de performance pour toujours réussir à aller beaucoup plus loin. Donc, évidemment, là, on est vraiment sur un exemple de violence extrême dont on ne parle pas. On ne parle jamais ça au niveau du football. On va parler des jeunes qui réussissent, des jeunes qui ne réussissent pas, mais on ne dit pas que la structure mise en place autour amène à l'échec. En tout cas, à l'échec de développement, même si certains arriveront à nager à contre-courant. Donc c'est clair qu'être un peu les pédagogues de milieux antipédagogiques, c'est passionnant, parfois usant, mais prenant le positif, c'est passionnant. Et donc, comme je disais tout à l'heure, la seule manière, c'est de s'intéresser malgré tout aux jeunes qui se cachent derrière le sportif ou la sportive talentueux ou talentueuse pour essayer de partir de l'humain pour continuer à développer justement le potentiel sportif. Sachant qu'en plus, un potentiel sportif à 15 ans, on sait très bien que c'est un pari et un défi pour la suite. Donc déjà cela, je sais que c'est des propos qui pourront peut-être choquer certaines personnes, mais ambitionner de devenir sportif professionnel, c'est déjà faire un grand chemin vers la violence institutionnelle. Dès le point de départ, dans la partie formation, post-formation, alors n'en parlons pas quand on est vraiment professionnel, où là, on est du matin au soir confronté à des formes de violence, de menaces. Alors, en première ligne, oui, c'est les menaces possibles, dont on a parlé assez dans les relations humaines, etc. Mais la menace et la violence institutionnelle est toujours présente. Et donc là, oui, le défi, c'est comment garder un être humain en équilibre et en bien-être. Parce qu'au final, on utilise souvent le mot mental dans le sport de haut niveau. C'est un mot que je ne rejoins pas trop, parce que pour moi, il n'est pas assez précis. C'est plutôt comment est-ce qu'on peut permettre à des gens de continuer à se sentir bien quand tout autour est mis en place pour te déséquilibrer ton bien-être. Est-ce que les clubs sont conscients, de leurs lacunes vis-à-vis de leurs jeunes? Est-ce qu'ils sont conscients, en fait, de cette forme de violence aussi qui encadre la formation et la post-formation? Je dis souvent, il y a le football et les autres sports. Le football, ce n'est pas un sport. Le football, c'est un business sportif. Donc, je vais dire, tout ce qui se passe dans le football, je vais dire, lui est propre. Mais dans d'autres sports, où je travaille de plus en plus, je suis parfois étonné malgré tout, parce que là, on pourrait dire, oui, il n'y a pas ou très peu d'argent, donc on pourrait dire ok, donc on rentre dans des trucs beaucoup plus sains par rapport au foot qui est sur un autre registre, mais malgré tout, j'ai parfois l'impression que les égos ou l'aveuglement de la performance peuvent quand même amener les gens qui sont autour à oublier qu'avant tout, on est face à un être humain qui a beau être talentueux, qui a beau avoir des ambitions pour lui-même énormes, c'est quand même toujours une personne tout à fait classique avec des émotions, des ressentis, des mal-être. Je reviens sur mon sac à dos, ça veut dire qu'il potentiellement, avant de venir à l'entraînement ou avant la compétition, vit des choses au niveau famille, au niveau amis, au niveau sentimental, etc. Mais rentrer dans le sport de haut niveau, c'est presque accepter de signer, je vais dire, un contrat invisible où on te dit que tu dois oublier tes émotions. Et ça, les jeunes en sont conscients, ça? Est-ce qu'ils ont, à un moment donné, conscience, justement, de sac à dos ou certainement trop lourd avec la pression familiale, parce que peut-être le sport va servir d'ascenseur social pour toute la famille, la pression sportive, la pression de l'école, la propre pression que le sportif se met lui-même sur les épaules? Non, parce que le problème du sport, en général, c'est l'aveuglement par le talent.
Ça veut dire que le talent est toujours pour les personnes le critère numéro 1. C'est que, vu que tu as du talent, il faut y croire, il faut aller au bout pour pas avoir de regrets, etc. Alors que le talent, pour moi, c'était jamais que la petite porte d'entrée pour continuer dans un sport avec une certaine ambition. Mais à un moment, quand vous êtes dans des clubs ou des milieux plus élitistes, tout le monde a du talent. Alors peut-être pas toujours au même niveau, mais le talent est présent. Mais c'est tout ce qui est à côté qui fera la différence. Et là, je trouve qu'on est encore en retard, justement, sur cette gestion du baromètre humain, du baromètre de bien-être. Et c'est comme ça qu'on entend encore très souvent « Oh, c'est quand même incroyable, avec le talent qu'il avait ou qu'elle avait, qu'il n'a fait que ça ». Je répète, c'est un détail, le talent. C'est vraiment un détail. Et donc, on trouve normal, dans des clubs sportifs, qu'il y ait des coachs sportifs, des gens qui viennent taper sur le clou constamment de comment je peux continuer à développer mon revers, mon coup droit, ma VMA, mon pied gauche, mon jeu de tête, mon explosivité. Mais des gens au quotidien qui viennent pour essayer de maintenir l'équilibre général et le bien-être, c'est pas quelque chose qui paraît important. Où on va faire venir 2 fois par an un spécialiste pour parler de ça. Mais dans un club sportif, les coachs sportifs, ils ne viennent pas 1 fois par an pour expliquer comment on utilise, je vais dire, son pied ou sa main. C'est tous les jours. Et là, on est sur un domaine encore plus compliqué, mais quelques fois par an suffirait. Non, c'est un travail au quotidien, et c'est pour ça que, oui, ambitionner le sport de haut niveau, c'est rarement ambitionner une vie saine et équilibrée. Ça, Manuel, en tant que psychologue, c'est quelque chose qui doit vous interpeller, je suppose. Oui, tout à fait. Alors j'ai envie de dire qu'on dit souvent que le sport est un miroir de la société. Et Jean-François et Emmanuel ont parlé de potentiel, de valoriser des ressources positives. Et si on regarde dans la société, en sortant du cadre, du jeune sportif professionnel, mais même de la jeunesse en général, je crois que une des clés est vraiment là, c'est comment valoriser le potentiel de jeunes et les ressources positives, comment permettre aux jeunes d'exploiter ces ressources positives, surtout des jeunes, comme il y avait l'expression du sac à dos, mais je crois que c'est aussi, tout le monde a un peu son sac à dos. Maintenant, peut-être que chez certains jeunes, il est peut-être plus lourd que chez d'autres, mais c'est peut-être des jeunes aussi qui se sont construits de manière, avec un potentiel non exprimé, qui ont peut-être plus de force que les autres aussi. Si on leur permet de développer ça. Vous savez, moi dans mon parcours, j'ai beaucoup travaillé sur Liège, puis mon histoire de vie fait que j'ai travaillé quelques années à Berlin, notamment dans la prévention de la délinquance juvénile par le sport. De Liège à Berlin, des jeunes avec du potentiel, j'en ai vu plein. Et plein. Par contre, des jeunes sans perspective, j'en ai vu beaucoup aussi, et ils habitent souvent les mêmes quartiers, ils vont souvent dans le même type d'école, et c'est un peu notre responsabilité institutionnelle, je crois, de mettre en place des dispositifs, des intervenants, pour agir là-dessus. Je ne connais pas la traduction en français, mais en anglais on parle du Youth Empowerment, c'est tous ces programmes, ça veut dire c'est vraiment aller potentialiser les personnes, et notamment ici sur le secteur des jeunes. Alors, pour moi, le sport est un outil vraiment très, très performant là-dessus, mais il n'y a pas que le sport. Et maintenant, le sport, comme Jean-François et Emmanuel l'ont rappelé, il faut aussi que le sport soit encadré, parce que si c'est le sport, justement, qui va faire du tort à la personne, c'est vraiment tout à fait l'effet inversé. Mais j'aimais bien, en tout cas, je suis assez impressionné parce que Emmanuel et Jean-François mettent en place au niveau de leurs activités respectives, et je trouve que là, on touche vraiment si pas des solutions globales, en tout cas des débuts de solutions, parce qu'il n'y a pas de solution miracle face à la violence dans le sport, et en vous entendant, en vous écoutant, je me rends compte aussi de toute la complexité parce que j'ai un peu mon secteur d'activité, vous le vôtre, mais c'est vrai qu'il y a vraiment une vraie complexité là derrière, mais c'est vraiment, en tout cas, en créant
un mouvement. Moi, je crois beaucoup dans la prévention sociale. Ça veut dire de travailler sur toute la dimension sociale des personnes. Ça veut dire aussi sur toute la dimension humaine. Ça veut dire créer du lien social. Ça veut dire favoriser le développement des personnes. Et je crois que dans cette société qui, globalement, est un peu devenue... Enfin, ça a toujours été complexe, mais là, on sent quand même que dans la crise post-Covid, la crise des guerres, etc., on sent quand même qu'il y a un monde qui a basculé dans autre chose et qu'on a vraiment besoin de points de repère. Et je crois qu'il faut vraiment que les institutions mettent en place des vraies coopérations, un peu comme vous avez initié pour ce débat. Mmh. Tout à fait. Et je retiens 2 termes que vous venez de dire, des personnes avec potentiel mais qui n'ont pas de perspective. Là, on est vraiment dans la notion de droit, d'égalité des chances. Et bon, c'est une question un peu bateau et à la fois, je fais un peu l'avocat du diable. Mais comment est-ce qu'on donne des perspectives à un enfant ? De nouveau, c'est pas une question simple, mais je pense que ça a été très clairement dit. À mon avis, c'est à la fois un enjeu sociétal et un enjeu individuel. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait en sorte que nos sociétés créent plus d'égalité et de corriger justement tout ce qui peut exister en matière d'inégalité et de discrimination. Comment est-ce qu'on table là-dessus et comment est-ce qu'on travaille ça ? Et à titre individuel, comment est-ce qu'on donne de l'espace aux enfants pour être accueillis dans l'individualité avec leurs besoins spécifiques, leurs problématiques spécifiques, leur sac à dos, et que la société s'adapte à eux et pas l'inverse en fait. Et les laisser aussi être force de proposition et être force de solution parce que ce sont des enfants avec du potentiel. Et donc pour moi c'est une action conjointe qu'il faut. Et à l'heure actuelle on a toute une série donc de violences individuelles mais qui pour moi et visiblement pour tout le monde ici autour de la table sont le reflet aussi de violences sociétales, sont le reflet de violences institutionnelles. Et donc c'est aussi très difficile de dire à des enfants vous faites preuve de violence quand à plein de niveaux la société est extrêmement violente ou ne punit pas toute une série de violences. Je pense ici à un sujet qu'on travaille aussi très fort chez DEI qui est la question des violences intrafamiliales et au fait que par exemple en Belgique on n'est toujours pas légiféré pour interdire aux parents les châtiments corporels sur leurs enfants. En tout cas, pas tout ce qui n'atteint pas un certain degré de violence. Et donc, on continue d'avoir un État qui dit vous pouvez lever la main sur votre enfant, mais votre enfant, dans le cadre sportif ou scolaire, on va lui dire qu'il n'a surtout pas le droit de lever la main sur un autre enfant. Et donc, on a toute une série comme ça de choses qui sont vraiment pas claires et donc un cadre dans lequel l'enfant doit grandir, mais qui lui donne tout un tas d'injonctions contradictoires. Et donc un cadre qui favorise la reproduction. Oui. C'est clair, et c'est prouvé. Alors heureusement, toutes les personnes qui ont subi des violences ne les reproduisent pas. Donc c'est aussi chouette de se dire qu'on peut briser ce cercle-là. Mais c'est aussi une réalité, on le sait, plus on a subi de violences, plus on a à même de les reproduire, parce que c'est ce qu'on connaît, parce que c'est le mode d'éducation qu'on a reçu. Et parce que voilà, on ne sait pas forcément faire autrement en fait. Et puis même les parents qui exercent des violences sur les enfants, on sait bien que c'est par manque d'alternatives, pas parce qu'ils veulent faire du mal aux enfants. Tous les parents veulent le bien de leur enfant. Et donc on a des sociétés où on mise pas assez sur ça, sur trouver des alternatives à la violence et favoriser un cadre de bien-être pour tous et toutes à tous les âges. Pour repartir sur Jean-François, avec cet œil, ce regard plus affûté sur le sport de haut niveau, Manuel parlait d'utiliser le standard comme d'un levier pour pouvoir concrétiser certaines choses sur le terrain. Là, on va dire que votre nouveau projet One+One, en fait, c'est un petit peu l'inverse. C'est utiliser le terrain comme levier pour permettre à des sportifs de haut niveau, peut-être en perte de repère ou tellement omnibilés par leurs objectifs sportifs, en fait, de simplement de s'ouvrir à autre chose et de pouvoir à un moment donné décompresser pour continuer à performer. En tout cas, je note quand même un grand changement dans les mentalités, les besoins. Pendant longtemps, on dit souvent aux sportifs de haut niveau, attention, ne te disperse pas. Façon de parler, tu es là pour t'entraîner, bien manger, bien dormir, t'entraîner, bien manger, bien dormir. Et on répète ça. Aujourd'hui, beaucoup de sportives et sportifs de haut niveau viennent nous trouver en nous demandant « Aide-moi à enrichir ma vie. Aide-moi à ne pas limiter ma vie à gagner, perdre, ou être blessé, pas être blessé. Parce que sinon, les deux fils se touchent et je bug. » Aussi parce que
la structure autour du sport professionnel est compliquée, les contrats précaires, le manque évidemment de vision moyen et long terme, etc. Donc met beaucoup d'anxiété par rapport à ça. Donc aujourd'hui, oui, beaucoup de sportifs de niveau veulent se rassurer que même si par le hasard ou la malchance d'une mauvaise série, tu perds pendant plusieurs semaines d'affilée, tu es toujours capable de faire des choses positives avec réussite. Et c'est plus facile à ce moment-là, parce qu'à un moment, moi j'ai connu des sportifs qui, en mauvaise période liée au sport, parce que blessés, parce que pas assez performants, simplement donner un coup de téléphone pour prendre un rendez-vous banal, ne savent pas le faire. Ont l'impression qu'on leur demande de marcher sur la lune, tellement ce manque de confiance est grand. Donc nous, on a essayé d'un peu inverser, je vais dire, la logique, en leur disant, OK, on va te permettre de découvrir d'autres choses, d'autres réalités, d'autres personnes, notamment des personnes qui ne te connaissent pas, parce que c'est ça aussi, le côté ombre-lumière, c'est que le milieu du sport est un milieu où on te met vite en lumière, mais tu bascules vite dans l'ombre. Et ce switch permanent, c'est compliqué aussi. Alors, pour certains, même si au début, et ça, on peut tantôt parler de confort, inconfort, ce clic-clac, il est compliqué aussi. J'ai constaté que beaucoup de sportifs et sportives, aujourd'hui, prennent du plaisir à re-rencontrer des gens qui ne les connaissent pas. Parce que on est vite la petite star à un endroit, mais on est surtout vite inconnu dans un autre endroit. Hein. Je veux dire, des gens qui sont connus partout à tout moment, oui, il y en a, mais c'est des exceptions. Hein. La plupart des gens ont le petit gloriole quelque part, mais sont Mister ou Miss Nobody un peu plus loin. Et donc, retrouver cette capacité dans la continuité dans l'ombre, c'est aussi une manière de peut-être se rediriger vers la lumière. Mais pour ça, évidemment, ça demande du temps, ça demande de l'investissement, et surtout, ça demande de l'accompagnement. Parce que c'est pas cette théorie, je vous dis là, elle paraît simple, mais permettre à quelqu'un de découvrir des milieux, des réalités, des compétences qu'il ne connaît pas au quotidien, c'est pas facile. Est-ce que c'est plus facile avec un sportif de haut niveau parce qu'il a l'habitude justement peut-être de se mettre un petit peu en difficulté déjà au niveau de sa discipline? Mais ce qui est étonnant, et c'est ce qui nous aide un petit peu aujourd'hui, pas à convaincre parce qu'on ne cherche pas spécialement à convaincre de cela, c'est que on a remarqué que les tout grands champions et championnes avaient ça naturellement. Donc les champions, ceux qui font un peu rêver, ont des vies souvent déjà très riches. Naturellement, ils n'ont pas besoin de personnes comme moi pour les guider là-dessus. Par contre, parce que le sport de haut niveau, c'est beaucoup malgré tout d'anonymes, plutôt que de sportifs qui sont extrêmement connus. Donc la plupart de ces sportifs professionnels qui ont un petit peu de lumière, au final c'est de la mini-lumière. Ces sportifs-là, chez eux c'est moins naturel. Et donc, ils ont cette envie de se dire, aussi peut-être pour mieux performer, mais encore une fois, chacun a ses motivations à un moment ou à un autre, de se dire, tiens, peut-être que je dois arrêter de m'obnubiler à simplement m'entraîner sportivement, mais que je dois essayer de grandir, justement, humainement, sur des compétences autres. Parce que, vous savez, l'école, c'est quand même une ouverture sur beaucoup de choses différentes. Quand on est à l'école, on se demande souvent à quoi ça sert. C'est souvent après qu'on se dit, tiens, l'école m'a quand même permis ça ou ça. Malheureusement, dans le sport de haut niveau, on fait souvent de la fin des secondaires et de la réto un peu la ligne d'arrivée. C'est quand même... il y en a. Et d'ailleurs, c'est souvent ceux et celles qui performent, qui arrivent à enclencher, continuer des études supérieures. La plupart des sportifs professionnels ont arrêté leur parcours scolaire généralement à la fin des secondaires. Et donc là, ont aussi ces craintes et ce traumatisme de est-ce que je suis capable d'assimiler une nouvelle langue, une nouvelle matière, etc. Mais là, pareil, comme il leur faut des coachs qui les font grandir techniquement ou physiquement, il leur faut peut-être des personnes qui les accompagnent au quotidien là-dessus. Ça, c'est le rôle un petit peu aussi du fan coaching, de parvenir à enrichir aussi la personnalité et le quotidien de supporters traditionnels d'un club de football. Au niveau de l'ASVL Fan Coaching, donc tout le travail qui a été mené depuis l'origine, c'est celui-là, c'est apporter un plus. En tout cas, c'est beaucoup d'activités pédagogiques aussi. Ça va être du sport, pas que du sport classique, c'était du sport aventure, c'était aussi
j'aime bien l'idée ici. Je trouve vraiment chouette ce projet One-to-One de Jean-François. C'est élargir, enfin, c'est cette ouverture, c'est créer une ouverture dans l'univers du sportif. Et nous, avec des supporters, en fait, en travaillant avec des supporters, on travaille aussi, en fait, ce sont des habitants de la cité, ce sont des jeunes qui habitent des quartiers de la ville. Donc, tout ce travail social, tout ce travail pédagogique, c'est un peu, le stade est un peu une manière indirecte d'aller toucher des jeunes, et s'ils vont peut-être rejoindre des groupes, on va dire, turbulents, c'est peut-être qu'il y a quelques petits problèmes ailleurs, donc ça permet ce travail, mais alors, en effet, c'est créer, enfin, cette ouverture aussi, c'est amener, enfin, c'est tout ce travail pédagogique qui va faire que ce soit au niveau sportif, mais aussi il y a tout un volet important dont je n'ai pas parlé, qui est aussi le travail avec la culture, c'est l'ouverture culturelle. Donc, avec l'équipe fan coaching a organisé, par exemple, des ateliers théâtre aussi, qui se sont transformés dans une pièce de théâtre-action, aussi des groupes d'expression orale avec des participations au festival des parlantes, etc. Donc c'est aussi, et là je reviens sur l'idée d'exploiter le potentiel et aussi les ressources des personnes, mais c'est surtout leur faire prendre conscience qu'ils ont ces ressources-là, et surtout vraiment, en tout cas, c'est mon expérience. À une époque, j'ai travaillé vraiment sur le terrain en première ligne. Maintenant, j'ai un peu plus de recul, mais c'est surtout de jamais faire les choses à la place des personnes. C'est peut-être être le déclencheur de quelque chose, amener le déclic, créer un contexte qui permet que... Vous avez posé la question, Manuel, sur au niveau des perspectives. Donc, si des enfants ont peu de perspectives, comment est-ce qu'on fait? On peut pas inventer les perspectives à leur place. Mais par contre, créer des contextes qui vont leur permettre justement de mobiliser des ressources, ou peut-être voir différentes perspectives, parce que je suis quelqu'un qui n'idéalise surtout pas les choses, mais dans la société, il y a toujours, quelque part, à un moment donné... Jean-François parlait de la lumière, mais que ce soit une petite ou grande lumière, il y a toujours une ouverture quelque part, mais voilà, pour certains, il y a plus d'ouverture, plus de lumière, et pour d'autres, elle est toute petite, où il y en a peu. Mais il y a toujours, en tout cas, un endroit où on peut activer quelque chose pour progresser, et c'est pas facile, hein, le rôle d'un coach ou le rôle d'éducateur, enfin c'est un travail très difficile, pas pour les travailleurs sociaux, mais le rôle c'est ça, c'est essayer d'activer et d'aider notamment des jeunes chez qui il y a peu de perspectives, c'est les aider à mobiliser leurs ressources et aller prendre les ouvertures, même si elles sont petites, parce qu'elles sont quand même toujours là, et aller prendre ces ouvertures pour développer tout un parcours, quoi. Donc, pour reprendre le slogan d'un des plus grands clubs de football au monde, le FC Barcelone, c'est en fait que nos clubs sportifs doivent devenir plus que des clubs aussi, en intégrant toute une série de dimensions, etc. Emmanuel, dans d'autres secteurs, est-ce que c'est plus facile d'offrir justement des perspectives, où le monde du sport a un côté très conservateur, le club il est là pour donner l'éducation, une éducation sportive stricto sensu, et donc on rencontre peut-être un peu plus de résistance quand on est face aux acteurs du sport? Moi, je crois que le sport, c'est au contraire un des meilleurs vecteurs à ce niveau-là, parce que la perception que les enfants, que les familles ont du sport est d'abord une perception positive. Et je pense aussi que les personnes qui sont dans le sport, qui travaillent dans le sport, ont des intentions positives. Donc peut-être qu'on rencontre une certaine résistance parfois, notamment la peur d'être pointé du doigt, ou la peur qu'on remette en question des pratiques qui ont toujours été les mêmes. Mais ça, c'est quelque chose qu'on rencontre dans tous les secteurs, en fait. Et oui, j'ai pu le voir en mettant en place le projet. C'est clair qu'il y a beaucoup de clubs où quand on arrive, on sent que voilà, ça recule un peu. Et en fait, quand on explique que l'objectif, c'est vraiment le bien-être de l'enfant, mais aussi le bien-être du club dans son ensemble, et le bien-être des entraîneurs, et le bien-être des encadrants, en fait, tout le monde adhère et ça se passe bien. Moi, je crois que le sport, c'est vraiment pas un lieu de difficulté. Au contraire, je crois que c'est vraiment un lieu qui subit pas encore certaines pressions, par exemple, qu'on va retrouver à l'école. En termes d'objectifs absolus à atteindre, le club sportif, c'est d'abord l'endroit où on est là pour s'amuser. Et donc, en fait, si on ressent sur à quoi ça sert le sport au départ,
on a toute l'ouverture nécessaire pour justement travailler les perspectives, travailler les possibilités, travailler le bien-être, en faisant toujours le lien avec l'entièreté du réseau de l'enfant et en utilisant aussi des outils un peu novateurs. On parlait par exemple de la possibilité d'avoir recours à des outils artistiques. Nous, c'est quelque chose qu'on utilise dans plein de secteurs où on agit. On parlait de théâtre-action, on utilise beaucoup ça, on utilise beaucoup les enjeux artistiques, donc par exemple faire de la peinture ou faire un peu d'art pour s'exprimer sur certains sujets, passer par des petits jeux, passer par des films. C'est possible aussi dans le sport. C'est possible d'avoir plein d'associations avec les loisirs. Donc il y a en fait beaucoup de choses à créer. Moi, je crois que c'est vraiment un secteur où il y a énormément de potentiel. C'est surtout un secteur, je trouve, où on doit garder cette gratuité. Quand je dis cette gratuité, je ne parle pas spécialement des affiliations. Hein, accessibilité. Mais dans ce qui se passe. Je collabore depuis quelques années avec le RWDM. Le club a été relancé suite aux attentats et donc c'était inconcevable pour la direction de repenser un club de manière classique avec tout ce qui se passe comme difficulté dans les quartiers molenbeekois. Et donc on a mis en place quelques projets que je dis gratuits financièrement, mais gratuits dans l'approche. Notamment, on a créé Crampon Crayon, qui est un projet de soutien scolaire pour les jeunes garçons et les jeunes filles de l'académie, mais qui n'est pas un projet scolaire tel qu'on peut le rencontrer de manière classique, où justement on veut voir les bulletins et si tu n'as pas bien travaillé, on te plie l'entraînement. Non, la logique c'est plutôt de se dire, si on a des gamins et des gamines qui vivent pas trop bien leur scolarité parce que des difficultés, etc., de 8h à 16h, ils sont peut-être pas les mieux armés pour venir s'amuser sur le terrain de foot de 18 à 20h. Et donc, si on peut modestement, sans rien perdre, sans avoir rien à perdre, si on peut modestement dénouer une petite difficulté en mathématiques ou en langue, avec des bénévoles, en plus dans nos supporters, on a pas mal de supporters qui sont des profs, des anciens profs, anciens directeurs d'école et qui ont adhéré au projet. Et voilà. Ça paie pas de mine, pareil, régulièrement pendant les vacances scolaires, on fait venir des intervenants on a proposé aussi à nos sponsors de provoquer proposer des jobs étudiants, des stages en entreprise. Alors peut-être que c'est 5 ou 10 sur l'année, mais de toute façon c'est pas le projet, le core business d'un club sportif de faire ça. Mais voilà, on met des outils à disposition. Pareil, les jeunes doivent-ils venir au soutien scolaire? Non, ils savent que ça existe. Quand on leur propose des sessions où potentiellement ils peuvent rencontrer des supporters qui sont chefs d'entreprise, etc., qui peuvent peut-être les ouvrir les portes pour des jobs ou des stages, est-ce que c'est obligatoire? Non. Mais on a remarqué que ça avait quand même pas mal. Et je pense que c'est ça qui doit être dans le sport le plus présent, c'est je viens à mon activité sportive pour m'amuser et tout ce qui est autour se fait dans le même esprit. Et comme je l'ai dit, et si là-dedans, il y a du talent, laissez le talent se développer. Parce que de toute façon, à un moment ou à un autre, le talent, il sera bloqué ou pas par le manque de bien-être. Donc ça sert même à rien de frapper trop sur du talent, puisque de toute façon, c'est pas ça qui fera qu'on réussit ou pas. Donc c'est cet état d'esprit, je pense, qui est ce qu'il faut maintenir dans tous les clubs sportifs. Et c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que malheureusement... toute une série de jeunes n'ont pas accès aux clubs sportifs parce que justement ils sont en trop gros décalage par rapport à un état d'esprit, et c'est logique, qui veut mettre des repères parce qu'un club de sport a des horaires, a des règles aussi, on va pas faire l'anarchie, etc. Mais c'est dommage que des jeunes qui ont déjà tellement peu d'outils à côté ne peuvent pas un peu profiter de cet état d'esprit d'ouverture au quotidien. Donc, pour vous paraphraser, ne pas garder la balle, mais multiplier les occasions et essayer d'inscrire un maximum de buts. On est déjà arrivé, on a même dépassé un petit peu le chrono. Alors, Manuel, en un mot, une phrase, ce qu'il y a à retenir de l'émission de ce soir. Bon, en tout cas, c'est tout le rôle citoyen, je dirais, des clubs sportifs, que ce soit des clubs professionnels, que ce soit des clubs amateurs, et aussi là je me répète, mais toute cette démarche de valorisation d'un potentiel, d'exploiter les ressources positives d'un individu, c'est ce que je retiendrai avec les mots de
bien-être d'un côté et bienveillance de l'autre, je trouve que ce sont des valeurs vraiment à développer et à consolider. Emmanuel, même exercice. L'avenir, c'est l'enfant dans le sport, mais un sport bienveillant? Oui, moi ce que je retiens, c'est que la violence dans le sport n'est pas une fatalité et qu'au contraire, le sport est une réponse et pas une problématique. Et donc, Jean-François, pour clôturer, non, le sport, l'important, c'est pas sa face peut-être un peu trop visible de violence. L'important, c'est toute l'émancipation qu'il peut apporter à tout un chacun. Ça doit rester un jeu, et même perte fait partie du jeu. Quand on voit ici, on perd un match contre le Maroc, et c'est l'impression que non, gagner, perdre, c'est même chouette de perdre, puisque perdre, ça veut dire que la prochaine fois qu'on gagne, on en profite encore plus. Ben voilà, c'est le mot de la fin. J'espère qu'on y a tous gagné, un peu plus aujourd'hui. Vous, chez vous également, parce que c'était super intéressant et je crois qu'on aurait pu continuer encore très très longtemps. Merci à tous et rendez-vous donc très bientôt pour un nouveau numéro de 60 minutes ADEPS. Merci. Merci. Merci à vous.